donc à Aurélia. Aurélia, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Sabrina et bonjour Olivier. Écoutez, je vous dis tous bonjour et bienvenue dans cette nouvelle webconférence du FOD. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour ce 3e webinaire de notre cycle spécial crise qui a été monté en urgence pour accompagner les professionnels dans cette période de confinement dans la mise en œuvre de formations à distance. Aujourd'hui, nous vous proposons du coup de faire un focus sur les règles de la formation à distance qui s'appliquent spécifiquement aux dispositifs d'apprentissage et d'alternance. Et nous ferons également un point sur les récentes mesures prises par les pouvoirs publics pour ces dispositifs spécifiques. Et c'est Sabrina Dougados du cabinet d'avocats Froment-Brien, qui est également administratrice au FOD, qui viendra vous les présenter. Sabrina, que nous remercions particulièrement pour ses participations régulières à nos webinaires depuis le début de la crise sanitaire et qui nous fait bénéficier du coup de ses analyses juridiques et des mises à jour fréquentes de l'actualité juridique. Ensuite, nous passerons la parole à Olivier Kirsch. Olivier Kirsch est directeur du JFOD. Il est également administrateur du FOD. Le JFOD rassemble un ensemble de CFA qui très tôt ont adopté la formation à distance, avec la particularité d'avoir mutualisé également un certain nombre de ressources, notamment leur plateforme de formation à distance. Olivier, du coup, nous présentera ce dispositif pionnier et puis également les pratiques professionnelles de la formation à distance, spécifiques à l'apprentissage. Et puis, il nous évoquera certainement aussi les difficultés qu'eux traversent dans cette crise actuelle et comment ils ont mis en place des dispositifs. Mais je vous précise, avant de leur laisser à tous la parole, que ce cycle de webconférence est disponible en rediffusion sur le site du FOD. Donc ce que nous faisons, c'est que généralement, en fin de journée ou au plus tard le lendemain, vous pouvez disposer du webinaire en replay et le diffuser sur tous vos réseaux. Mais sans plus tarder, je vous propose de laisser la parole à Sabrina Dougados pour justement ce cadrage juridique assez essentiel en cette période, Sabrina. Merci Aurélia. Bonjour à tous. Du coup, l'idée, c'est de regarder effectivement quel est le cadre juridique des formations en alternance, ce qui évidemment m'impose de faire un détour par le cadre réglementaire de droit commun, si j'ose dire, avant de regarder les règles qui ont effectivement pu être assouplies par le ministère du Travail pendant cette période de confinement que nous vivons. Alors, sur le cadre réglementaire, en guise de préalable, et pour ceux qui ont peut-être déjà participé à notre précédent webinaire, évidemment, ce sera une redite, mais c'est important de le poser. La formation à distance, c'est bien une modalité pédagogique, ce n'est pas un dispositif d'accès. Et parce que c'est une modalité pédagogique, elle peut être réalisée en tout ou partie sur le parcours pédagogique, quel que soit le dispositif d'accès mobilisé. Donc, sont notamment concernés, mais pas exclusivement, le contrat de professionnalisation et l'apprentissage. Sachant qu'évidemment, cette ouverture de la FOD dans le cadre de l'apprentissage, en tout ou partie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des parcours de formation dans le cadre de l'apprentissage qui soient totalement et exclusivement réalisés à distance. C'est une modalité qui a été permise de façon assez récente dans le cadre d'un amendement qui avait été d'ailleurs porté par le FOD, introduit dans la loi El Khomri de 2016, et qui a été tout récemment d'ailleurs encore confirmé par des décrets d'application pris dans le cadre de la loi Avenir Professionnel. Donc, dans le cadre de l'apprentissage plus particulièrement, mais ça vaut également pour les contrats de professionnalisation, il est tout à fait possible de réaliser une formation 100% distancielle, donc dispensée par le CFA. Les conditions à devoir réunir pour effectivement répondre aux conditions et au cadre juridique désormais posé dans le cadre de l'alternance, ce sont les 3 conditions que vous avez là à l'écran en slide 3, c'est-à-dire une assistance technique et pédagogique qui soit proposée à l'alternant pendant tout le déroulement de son parcours ou de ses séquences de formation réalisées à distance. Si on a un parcours mixte,
formation présentielle et formation distancielle, auquel cas ce sont uniquement pour les séquences réalisées à distance qu'il faudra mettre en place une assistance à la fois technique et pédagogique appropriée. Deuxième condition, une information du stagiaire sur les activités pédagogiques qu'il doit réaliser à distance, ainsi que leur durée moyenne pour chacune de ces activités pédagogiques. Et par activité pédagogique, la loi Avenir Professionnel a entendu un terme relativement large, c'est-à-dire que par activité pédagogique, on vise des travaux à devoir réaliser par l'alternant, mais aussi et plus globalement des séquences pendant lesquelles l'alternant est connecté à distance, ne produit pas nécessairement un travail, mais pour autant est connecté et suit des cours à distance. Ça traduit bien une activité pédagogique. Et enfin, la troisième condition, ce sont des évaluations qui doivent jalonner et ou conclure l'action de formation. Alors cette condition relative à l'évaluation, elle n'est finalement pas spécifique à la FOD, mais elle prend tout son sens puisqu'évidemment, l'évaluation sera une des modalités qui permettra de démontrer qu'il y a bien eu un acte formatif quand il a été réalisé à distance. Mais ça vaut également aussi pour des formations en présentiel. On considère que ce qui distingue finalement un dispositif de formation d'un dispositif dit d'auto-formation, c'est bien l'évaluation notamment, c'est-à-dire cette séquence au travers de laquelle on va évaluer effectivement les connaissances et compétences acquises par le stagiaire pendant sa formation. Donc c'est bien ces trois conditions qu'il faut pouvoir réunir, que l'on soit d'ailleurs en formation dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ou dans le cadre d'une formation en alternance parce qu'on est embauché en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage. Donc ça c'est le cadre légal. Sur ce cadre légal, les récents textes ont d'ailleurs évolué pour nous dire que comment on prouve une action de formation à distance? Eh bien, c'est par tout élément probant. Et donc, la charge de la preuve incombe évidemment à l'organisme de formation, mais il est très libre dans ses modalités de preuve, puisque c'est bien tout élément probant qui permettra de démontrer la réalisation d'une action de formation. Et évidemment, en formation à distance, eh bien, on est évidemment dans un dispositif, dans une modalité pédagogique où, par définition, les pièces justificatives, les éléments de preuve sont très variés. Ils sont tout aussi variés que l'on a des dispositifs, des moyens techniques très variés dans le cadre de l'enseignement à distance. Je vous invite évidemment à consulter le guide qui a été réalisé par les membres du FOD sur les modalités de preuve, les éléments de traçabilité d'une action de FOD, guide qui a été réalisé sous l'égide de la DGEFP et qui a été mis en ligne il y a quelques mois déjà. Alors, sur le formalisme applicable, concrètement, quand on réalise une action de FOD dans le cadre de l'alternance, que l'on soit en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage, et évidemment de ce point de vue-là, c'est tout à fait nouveau pour l'apprentissage, il faut que le CFA établisse une convention de formation avec certaines mentions obligatoires. Donc ce n'était pas nouveau pour le contrat de pro, mais ça l'est devenu pour le contrat d'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on est en FOD, c'est parce qu'on est en apprentissage qu'il faut nécessairement formaliser une convention de formation. Et parce que dans le cadre de cette formation par apprentissage, certaines ou la totalité des séquences vont être proposées à distance, évidemment, les mentions obligatoires de cette convention de formation vont devoir être adaptées, à la marge, mais adaptées tout de même, pour pouvoir évidemment retomber sur nos pattes, si j'ose dire, c'est-à-dire retrouver les trois conditions préalables que je vous ai citées dans la slide précédente, et s'assurer notamment qu'on a bien mis en place une assistance technique et pédagogique appropriée. Deuxième pièce justificative incontournable quand on fait des formations en alternance, c'est le certificat de réalisation. Cette pièce est un peu une des pièces maîtresses, si je veux dire, qu'il faut désormais produire à l'opérateur de compétences, non pas au moment de la demande de prise en charge, mais au moment du paiement, puisque le certificat de réalisation a vocation à être produit en même temps que la facture par le CFA. Et c'est un document qui a vocation effectivement à déclencher le paiement par l'opérateur de compétences. Le certificat de réalisation, c'est, comment dirais-je, c'est pas une pièce justificative en tant que telle, c'est une pièce qui est établie par l'organisme de formation, par le CFA, à partir des éléments probatoires qu'il conserve par-devers lui, et finalement une sorte de déclaration sur l'honneur de ce que la formation a bien eu lieu selon telle et telle modalité pédagogique. À charge pour le CFA de conserver les pièces justificatives par-devers lui en cas de contrôle de service fait. Voilà. Contrôle qui peut intervenir a posteriori, après par l'opérateur de compétences ou même d'ailleurs par l'administration, puisque je vous le rappelle, les agents de l'État sont amenés à pouvoir contrôler des organismes de formation et désormais des CFA, des centres de formation d'apprentis. Alors ça c'est le cadre légal
actuelle, avec désormais un assouplissement d'un certain nombre de règles dans les modalités de réalisation des formations en alternance, mais aussi dans les règles de financement de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation, que ce soit s'agissant de la rémunération des alternants ou du financement des coûts pédagogiques, et ceci évidemment pris dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que sont évidemment la crise sanitaire liée au Covid-19. Donc, sur le régime du contrat de travail, c'est-à-dire les alternants, qu'ils soient en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage, on a déjà une première règle dérogatoire qui a été prise par une ordonnance qui date du 1er avril dernier, qui permet de prolonger les contrats en alternance dont la fin d'exécution devait intervenir entre le 12 mars et le 31 juillet prochain. Si les formations n'ont pas pu être intégralement terminées et ou si les sessions d'examen n'ont pas pu se tenir, eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir établir un avenant au contrat de travail de l'alternant pour proroger la durée du contrat et permettre à l'alternant de pouvoir évidemment terminer sa formation et ou passer ses examens. Donc ça, c'est une première règle dérogatoire, évidemment, qui est très souple et qui permet de déroger aux règles notamment de durée maximale des contrats de formation en alternance et de proportion, vous savez, des durées entre la durée du contrat et la durée de la formation. Une deuxième règle d'assouplissement qui concerne le tutorat, puisque dans cette période de confinement, on va permettre que l'apprenti n'ait plus de tuteur, n'ait plus de maître d'apprentissage. On considère que ce n'est pas parce qu'on n'a plus de maître d'apprentissage, notamment parce que le 10 maître d'apprentissage aurait été placé en situation d'activité partielle totale, et donc son contrat de travail est suspendu, donc par définition, il ne pourra plus encadrer l'apprenti ou l'alternant. Eh bien, on considère que ce n'est pas une raison pour laquelle le contrat de formation en alternance devrait être suspendu. Donc, les contrats de formation en alternance, par définition, ont vocation à être maintenus, à pouvoir se poursuivre, même si on n'a plus de maître d'apprentissage, même si potentiellement, le CFA n'est pas en capacité de proposer des formations de façon distancielle, puisqu'évidemment, aujourd'hui, la formation à distance est l'alternative aux formations en présentiel qui, évidemment, ne peuvent plus se tenir dans les CFA, puisque, là aussi, j'en profite pour vous le rappeler, les CFA, en tant qu'établissement habilité à recevoir du public, ne sont plus autorisés à recevoir justement du public. Ils ont bien l'obligation de fermer leur établissement, et ceci depuis la date du 16 mars dernier. C'est la date de la publication de l'arrêté dit de fermeture d'un certain nombre d'entreprises en France. Voilà, alors si on n'a plus de maître d'apprentissage, évidemment, il est recommandé dans l'entreprise d'essayer d'identifier un autre salarié, voire une équipe tutorale, éventuellement au sein de la DRH, en fonction des organisations de l'entreprise, à même de pouvoir assurer un minimum de suivi de ces alternants pendant la période de confinement. Enfin, sur ces contrats de travail de type particulier, les alternants sont des salariés de l'entreprise. À ce titre, ils ont accès à l'activité partielle et donc ils peuvent être placés en situation d'activité partielle. Alors à mon sens, sur ce sujet-là, l'idée c'est plutôt de considérer que s'ils ne peuvent pas suivre des formations à distance en CFA, une circulaire ministérielle nous dit qu'ils ont vocation à être réintégrés dans l'entreprise et du coup réaliser davantage une période plus longue finalement de formation en entreprise avec un report ultérieur des formations dites théoriques en CFA. La question de l'activité partielle des alternants et des apprentis, elle se pose évidemment lorsque l'entreprise n'est pas en capacité d'assurer cet accueil et donc ce retour dans l'entreprise sur la durée totale du contrat de travail de l'alternant. Et bien dans ce cas-là, effectivement, l'alternant pourra être placé en activité dite partielle. Ceci étant dit, que l'alternant soit placé en activité partielle ou revienne dans l'entreprise, dans tous les cas, et donc même quand il est en activité partielle, il va pouvoir suivre des formations à distance, proposées le cas échéant par le CFA, parce qu'il n'est absolument pas incompatible de suivre des formations pendant qu'on est en activité dite partielle. Voilà. Qu'il soit placé en activité partielle ou pas, le principe c'est que les contrats en alternance sont maintenus et donc on a bien un maintien de la rémunération des alternants. Avec une règle qui a été précisée la semaine dernière s'agissant de la rémunération des alternants placés en activité partielle, à savoir que, vous savez, les alternants évidemment sont rémunérés sur un pourcentage du SMIC, et bien dans ce cadre-là, pour toutes les rémunérations indexées sur le SMIC et donc qui sont inférieures au SMIC,
l'indemnité d'activité partielle sera bien égale à leur rémunération antérieure, c'est-à-dire qu'ils continueront d'être rémunérés à hauteur de leur rémunération antérieure. Et évidemment, cette rémunération sera prise en charge en totalité par l'État, au même titre que les salariés qui sont placés en activité partielle. Si la rémunération de l'alternant en revanche est supérieure ou égale au SMIC, dans ce cas-là, l'indemnité versée à l'alternant sera équivalente à 70% de sa rémunération horaire brute antérieure. Et donc là, on est finalement dans le cas d'une règle de rémunération qui est la même que pour les salariés qui sont placés en activité partielle. Sur les modalités de formation, pour les formations évidemment réalisées dans le cadre de l'alternance, j'ai commencé à en parler largement, mais très clairement, il y a deux options. Soit le CFA est en mesure de mettre en place des cours à distance, soit il est dans l'impossibilité de pouvoir les proposer, auquel cas l'alternant a vocation à revenir dans l'entreprise. Si les formations sont proposées à distance, il y a deux possibilités. Soit l'alternant les suit de chez lui, parce qu'il a du matériel qui lui est mis à disposition par son entreprise, ou parce qu'il est équipé avec du matériel personnel, soit il revient en entreprise, et à ce moment-là, c'est dans les locaux de l'entreprise qu'il peut suivre ses cours, évidemment à distance, puisqu'il n'est pas dans les locaux du CFA. Cette deuxième alternative, elle suppose évidemment que l'entreprise ne soit pas fermée et qu'elle mette en place des mesures de prévention qui évidemment le permettent et soient compatibles conformément aux mesures qui ont été mises en place dans le cadre de cette période de confinement. Le point qui concerne la prorogation de 3 mois de la durée du cycle de formation, je vous en ai parlé, mais là on a une autre règle qui a été précisée par l'ordonnance du 1er avril dernier, et pour les jeunes qui, vous le savez, n'ont pas encore été embauchés en apprentissage, et bien dans ce cadre-là, et qui ont démarré leur action de formation en CFA, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir proroger de 3 mois la durée du cycle de formation en CFA, pour permettre évidemment aux jeunes de potentiellement pouvoir conclure un contrat d'apprentissage, en espérant évidemment que ça coïncide avec la fin de la période de confinement. Je terminerai sur le financement de la formation, parce que là aussi on est sur une règle tout à fait inédite, qui est dérogatoire et qui est très favorable au CFA, contrairement aux autres dispositifs d'accès dont ne bénéficient pas les organismes de formation. Le financement de la formation par l'opérateur de compétences est maintenu, même si le CFA est fermé et même si le CFA ne peut pas proposer d'alternative et donc de formation à distance. Dans tous les cas, l'OPCO a vocation à maintenir la prise en charge sur la base, vous le savez, des nouvelles règles, c'est-à-dire des niveaux de prise en charge. Vous avez là d'ailleurs l'acronyme, pas très heureux, mais enfin, des niveaux de prise en charge, c'est plus rapide de le dire de cette façon-là, les NPEC, qui permettent donc de garantir un financement des coûts pédagogiques selon les nouvelles règles au bénéfice des CFA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les CFA eux-mêmes, en tant qu'employeurs, ne peuvent pas prétendre à l'activité partielle, puisque si certes ils sont impactés dans leur activité quotidienne du fait du contexte, en réalité ils ne subissent pas de baisse de chiffre d'affaires, puisque leurs produits ont vocation à être maintenus du fait de ce maintien de financement. Ce qui est de façon plus précise sur les impacts liés au contrôle de service fait qu'ont pouvoir faire les OPCO en cas d'enseignement à distance, le principe a été maintenu. On a essayé de voir dans quelle mesure les OPCO pouvaient assouplir leurs règles de prise en charge. En fait, on peut considérer que la souplesse avait déjà été introduite par la loi Avenir Professionnel. Le principe désormais, c'est qu'un OPCO a vocation à payer un CFA sur présentation d'une facture et d'une autre pièce qui est donc le certificat de réalisation. Et en cas de FOD, c'est la seule pièce qui est en droit de demander l'opérateur de compétences au moment du financement, au moment du règlement. Et donc on considère évidemment que c'est déjà très souple par rapport au régime antérieur. Et donc c'est toujours sur présentation de la facture et du certificat de réalisation que l'opérateur de compétences aura vocation à régler le CFA lorsqu'il assure des enseignements à distance, sachant qu'après, ce qu'il faut voir, c'est dans quelle mesure les OPCO seront très diligents dans les opérations de contrôle de service fait qu'ils seront amenés à réaliser. On peut quand même penser que les opérateurs de compétences vont être beaucoup plus souples dans les modalités de contrôle et qu'ils seront probablement amenés à réaliser en tout cas beaucoup moins de contrôle de service fait pendant toute la période de confinement, et peut-être ne pas vous demander tout un tas de pièces justificatives pour aller vérifier que les formations à distance ont effectivement bien été réalisées.
Alors, un dernier point que j'ai écrit en point d'interrogation, même si je pense quand même que désormais, des choses se clarifient, mais elles n'ont pas été encore très clairement dites par écrit. Il y a eu un débat autour du maintien du financement par l'opérateur de compétences des formations en contrat de professionnalisation. Avec des revirements pas forcément très clairement assumés, si je veux dire, parce que en fait, dans le question-réponse sur l'apprentissage qui a récemment été mis à jour par l'administration du travail, la phrase selon laquelle les contrats de pro bénéficiaient des mêmes règles que les contrats d'apprentissage a été supprimée. Voilà, donc ça laisse entendre qu'il n'y aurait pas tout à fait le même traitement et le même traitement de faveur finalement pour les organismes de formation s'agissant des contrats de professionnalisation. Ceci étant dit, cette règle-là, elle n'est pas très clairement assumée ni affirmée parce que sur le site du ministère de l'économie, dans un question-réponse très dense qui fait plus de 60 pages à destination des entreprises, il y a une question qui est relative aux apprentis et qui reprend bien la réponse selon laquelle les contrats de pro ont vocation à bénéficier des mêmes règles que les contrats d'apprentissage. D'un point de vue juridique, si je peux tenter d'essayer d'éclairer un peu le sujet, je vous avoue qu'à partir du moment où on considère que les contrats d'apprentissage ont vocation à être maintenus et que donc les apprentis sont censés revenir dans l'entreprise et que si par extraordinaire l'entreprise n'était pas en mesure d'accueillir l'apprenti, celui-ci pouvait bénéficier du régime de l'activité partielle, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas appliquer très exactement les mêmes règles aux contrats pro. Et donc, à mon sens, les contrats pro ont vocation à bénéficier de l'ensemble du même corpus juridique. Et donc, dans ces conditions, les organismes de formation ont bien vocation à bénéficier des mêmes règles de prise en charge, même si on est sur des forfaits horaires ou des forfaits parcours, si je veux dire, pour les contrats pro, et non pas des niveaux de prise en charge, peu importe, ça c'est une modalité de détermination du prix qui est un peu différente selon qu'on est en apprentissage ou en contrat pro, mais sur le principe même, je ne vois pas pourquoi on devrait discriminer et traiter différemment les contrats de pro. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie, on va dire, proprement juridique. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop longue avant de passer la parole à Olivier. Non, écoute, on a déjà quelques questions qui sont tombées, donc on y répondra tout à l'heure. Voilà, des demandes de précision, notamment avec les mesures d'assouplissement. Mais tout de suite, on va laisser la parole à Olivier pour qu'il nous fasse un retour d'expérience du GIFOD. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Très bien. Bien, écoutez, je vais essayer de vous dire un petit peu ce que notre expérience de maintenant de près d'une quinzaine d'années avec près d'une quinzaine de CFA nous a appris pour ce qui concerne la formation ouverte et à distance. Donc l'expérience chez nous est relativement ancienne, assez diversifiée. Et à partir de ça, on a pu, je dirais, développer une approche qui nous a permis de répondre aux problématiques de continuité pédagogique qui sont évoquées donc depuis le 16 mars. Je dirais une des premières recommandations ou un des premiers constats qu'on peut faire aujourd'hui au regard de notre expérience, c'est que dans un dispositif de formation à distance, et en l'occurrence actuellement 100% à distance, on n'est plus dans des dispositifs mixtes, eh bien, nous préconisons, nous, d'avoir une approche systémique en termes d'outils. L'idée est plutôt d'éviter de multiplier des outils différents avec chacun leur mot de passe, leurs fonctionnalités différentes. L'idée est d'essayer d'avoir un véritable système qui incorpore à la fois le mail, le SMS, le cours interactif, la visio, etc. et que tout ceci se fasse sur un outil unique. Alors que cet outil unique soit une plateforme de formation accessible sur le web, responsive design, ou que ça se fasse via une application dédiée sur un smartphone, c'est un choix d'établissement, l'un n'empêche pas l'autre, mais je dirais dans les deux cas, c'est tout à fait possible d'avoir une chaîne intégrée des différents outils. Le deuxième constat qu'on peut faire au regard de l'expérience qu'on a pu avoir de notre côté, c'est qu'il y a une étape que nous, on qualifie, je dirais, de préalable indispensable, c'est d'assurer avec, bien évidemment, les formateurs, mais surtout les alternants, une séance ou une séquence de prise en main des outils. Nous appelons ça dans notre jargon une prise en main plateforme. Le plus simple et le plus agréable, on va dire, c'est de faire cela sous un outil de visioconférence
ou de prise en main à distance. Je vous ai cité ici Zoom ou TeamViewer, il y a plein d'autres outils qui existent. Je dirais, cette séance amont permet effectivement de résoudre tous les problèmes de type technique. Et vous avez vu que dans nos obligations légales, aujourd'hui, on est obligé de mettre à disposition un soutien technique, un système de hotline. Donc cette prise en main plateforme permet de s'assurer que tout le monde est équipé et que les équipements fonctionnent correctement. Il est à ce niveau-là aussi préférable de doubler cette prise en main plateforme par une modalité qui vise à, je dirais, appréhender l'autonomie des apprenants. Et nous avons, nous, élaboré un module Apprendre à apprendre qui vise à expliquer à chacun de nos alternants comment il fonctionne et il va fonctionner dans son travail d'auto-formation à distance. Troisième recommandation à ce niveau-là, au retour de notre expérience, c'est, on le sait tous, on a tendance à utiliser des ressources pédagogiques en provenance de nombreux éditeurs, chacun étant spécialisé sur un domaine d'activité. On connaît tous les contenus Voltaire pour le français, il y a des plateformes Electude, il y a des plateformes sur les métiers du secteur interprofessionnel. L'idée est d'intégrer l'entièreté de ces ressources provenant de différents éditeurs dans une plateforme de formation unique. Là encore, pour ne pas perdre vos alternants, il est préférable effectivement d'avoir un seul accès dans lequel on va intégrer l'ensemble de la chaîne des différents contenus de différents éditeurs. Cela suppose une manipulation technique, mais en général, quand on a des éditeurs qui éditent un format ou un standard de type SCORM, ça ne pose pas de problème particulier. Puis un dernier point, ça c'est plutôt, je dirais, quelque chose à ne pas perdre de vue, c'est que tous les Français, et quel que soit leur âge, c'est maintenant ancien et ancré même chez les adultes, les Français sont un public particulièrement joueur, particulièrement fanatique de jeux, et il faut jouer sur cette dynamique-là. Donc toutes les plateformes aujourd'hui permettent d'avoir des systèmes de badge ou de challenge. Pensons-y quand on développe un parcours de formation, ça permet de mettre du challenge et de la motivation et d'initier une démarche collaborative, voire compétitive, mais qui est tout à fait favorable à une bonne progression pédagogique. Donc voilà un petit peu, je dirais, en introduction, ce qu'on peut retenir des expériences que nous avons eues dans nos différents établissements. Les deuxièmes éléments, enfin la deuxième partie dont je voulais vous parler à ce niveau-là, c'est que bien évidemment, dans ces dispositifs-là, on a une opportunité d'individualiser les parcours de formation. Pour individualiser un parcours de formation, cela suppose d'avoir un système de positionnement en amont des ressources pédagogiques de formation. Donc, quand on fait ces choix de ressources pédagogiques ou quand on construit ces ressources pédagogiques, il faut veiller à avoir un outil et une approche qui permettent ce positionnement et de préférence de manière automatique. C'est-à-dire que les résultats à un questionnaire de positionnement vont amener à une individualisation du parcours de formation de l'alternant. C'est le cas sur des ressources que je citais tout à l'heure du style Voltaire où ça fonctionne sur cette base-là. Même si le temps de positionnement peut paraître au départ un peu long, il permet l'individualisation, donc c'est un critère important dans le parcours de formation. Deuxième aspect dont je voulais vous parler à ce niveau-là, c'est comment gérer le temps libéré par le CFA sur le temps entreprise. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est une pratique qui est élaborée par plusieurs de nos membres et qui aujourd'hui répond tout à fait aux problématiques de continuité pédagogique. On a effectivement au GIFOD, qui est une association qui regroupe des CFA et des organismes de formation, un certain nombre d'établissements qui, dans le cadre d'une semaine de cours traditionnelle de 35 heures, libère une partie de cette semaine, en l'occurrence en général une des journées de la semaine, le vendredi par exemple, et que ce temps libéré est entre guillemets rendu à l'entreprise. Et donc l'entreprise va utiliser cette journée comme temps de production de son alternant, mais va devoir en contrepartie rendre cette journée-là d'une manière ou d'une autre sous forme de séquence d'auto-formation, donc de FOAD, sur la plateforme de formation. Dans les exemples qui ont fonctionné et qui fonctionnent toujours au sein du GIFOD,
ces temps sont balisés par une convention tripartite entre l'entreprise, l'alternant et le CFA. C'est-à-dire qu'on convient en début d'année que chaque fois qu'il y a une journée de cours de libéré, ces 7 heures-là seront rattrapées entre guillemets en formation à distance sur 2, 3 ou X séquences d'une durée prédéfinie à un moment prédéfini dans le calendrier. L'intérêt de ce système-là, c'est que ça crée entre guillemets une contrainte au niveau de l'entreprise pour libérer son apprenti, mais ça crée également un cadre dans lequel les formateurs vont pouvoir suivre effectivement si l'apprenti ou l'alternant est bien connecté au moment qui avait été prévu et le cas échéant, opérer une relance à la fois auprès de l'entreprise et de l'alternant. Aujourd'hui, des situations de ce type-là, même si on est sur du 100% à distance, permettent de répondre à la problématique de la continuité pédagogique. Si on avait un autre conseil également à donner, c'est d'essayer d'aller vers des outils qui intègrent à la fois la partie pédagogique, plateforme de formation, LMS, mais également la gestion administrative. Sabrina nous a précisé tout à l'heure les obligations nouvelles avec la convention liée à la nouvelle forme du contrat d'apprentissage. Eh bien, si c'est envisageable au plan technique, et nous le déployons dans notre cadre avec l'outil Ipareo de chez IMAG, le plus simple est d'avoir un interfaçage entre les deux outils, ce qui permet d'élaborer la convention de formation à partir des éléments fournis dans la plateforme de formation. Il y aura tant et tant d'heures en formation à distance, X% du temps de formation se fera à distance, et ceci est répercuté de façon automatique dans la convention, y compris les unités de valeur, les UC auxquels ça se rapporte, les devoirs ou prescrits à réaliser, etc. Si tout ceci est précisé à la fois dans la plateforme et l'outil de gestion administrative, les contrats de formation sont générés automatiquement et à la sortie, la partie certificat de réalisation et la facture, bien évidemment, sont eux aussi générés de façon automatique. Si on est dans cette logique-là, on va également pouvoir, et c'est le point suivant, collecter et conserver les données. Sabrina l'a aussi nous le précisé tout à l'heure, il appartient au CFA, à l'organisme de formation, de conserver les éléments de preuve concernant ces temps de formation à distance. Toutes les plateformes de formation aujourd'hui ont des systèmes de suivi ou de tracking plus ou moins performants. Il peut être intéressant de développer au plan informatique un tracking qui réponde à la réglementation, parce que souvent les bases de données issues des plateformes de formation sont complexes à traiter et ne répondent pas à nos contraintes, je dirais, spécifiques franco-françaises. Donc si vous en avez la possibilité, et ça existe sur des plateformes notamment open source, on peut développer des éléments de tracking qui répondent à la réglementation. Enfin, dernier point, il peut être intéressant de produire ce que nous appelons nous des fiches astuces, qui sont tout simplement des procédures qui vont permettre à la fois aux formateurs, mais également aux apprenants, quand ils ont une difficulté, de pouvoir se référer à cette fiche astuce ou à ce petit support. Assez souvent, ces fiches astuces sont soit élaborées par des formateurs, soit élaborées même éventuellement par des alternants qui ont rencontré une difficulté. Et ceci, est bien évidemment, répond à l'assistance technique qui doit être mise en œuvre. Dans le cadre du GIFON, nous avons mis en place une hotline qui est ouverte 5 jours par semaine sur les horaires de bureau habituels. Et cette assistance est suffisamment réactive pour répondre aux difficultés, on va dire, techniques ou problématiques, je dirais, de premier niveau. Donc voilà pour ces recommandations. Je voudrais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail d'un établissement adhérent du GIFOD depuis sa création. Il s'agit d'un CFA interprofessionnel qui se trouve à Mercurey, donc en Saône-et-Loire, 1200 alternants, majoritairement à 90% des apprentis, 30 filières métiers différents. Et puis, pour ceux que ça intéresse, sachez que dans le cadre de la promotion de l'apprentissage faite par le gouvernement, ce CFA est passé au journal télévisé de TF1
au mois de février de cette année. Cet établissement a démarré, on va dire, en mode expérimental, la FOAD, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Mais très rapidement, on est venu à déployer un dispositif à tous les niveaux de formation de ces alternants. Ce projet FOAD a été élaboré en mode projet d'établissement. Donc, il a été soumis en conseil de perfectionnement et validé à ce niveau-là. Mais la pratique FOAD n'est évidemment pas la même en fonction des niveaux, je dirais, d'autonomie et des niveaux de diplôme des alternants. La problématique du temps à distance dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que le vendredi soit libéré, était principalement et est principalement utilisé avec les bacs professionnels et les BTS, sachant que dans le cadre des CAP et des BEP, on est plutôt sur de la formation à distance en centre de ressources, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la solution réelle à distance, même si par les temps qui courent, dans le cas de la continuité pédagogique, il a fallu basculer sur des dispositifs totalement à distance. Facebook, en tant que réseau social, est utilisé comme outil collaboratif et outil de tutorat. Une expérience qui est assez intéressante dans cet établissement a montré que quand on donnait comme consigne aux apprentis, que ce soit par mail ou par le livret d'apprentissage dématérialisé, de venir le lundi d'après au premier cours avec tel ou tel matériel pour faire la première séance, on avait plus de la moitié des alternants dans la salle qui n'avaient pas le matériel nécessaire. Il s'avère que si on fait la même démarche sur Facebook le vendredi avant le lundi de reprise des cours, on a plus de 90% des apprentis qui arrivent avec le matériel pour cette première séance. Donc, je dirais, les outils favorisés par les alternants sont là aussi à mettre en œuvre et à utiliser de préférence dans nos dispositifs de formation. Dans le cadre de la continuité pédagogique, cet établissement est allé plus loin. C'est-à-dire qu'à côté de cours, on pourrait qualifier de cours sur étagère, Voltaire dont je parlais tout à l'heure, Electude ou d'autres, l'atelier des chefs également, eh bien cet établissement a complété ses cours au format SCORM avec des applications qu'il a utilisées directement sur la plateforme de formation que nous mettons à disposition de nos adhérents. Donc dans ces outils-là, vous retrouvez Learning Apps, Crea Learning, Kahoot et d'autres. Donc, ils sont là encore intégrés directement en tant qu'activité pédagogique sur la plateforme de formation. De la même manière, et toujours pendant le confinement, afin d'augmenter la durée de formation à distance, puisqu'on n'était pas dans un dispositif au départ 100% à distance, le chef de projet FOAD de l'établissement a créé pour chacun des formateurs un espace privé dans lequel il a créé, on va dire, une charte de cours, un cours squelette, dans lequel chacun des formateurs va pouvoir agrémenter ce cours avec ses propres activités, ses propres supports. Ça permet de mettre côte à côte des ressources partagées au sein de l'établissement et de les compléter avec des productions en propre de chacun des formateurs qui peuvent à tout instant les modifier. Ça donne une liberté supplémentaire et ceci semble bien fonctionner depuis, je dirais, le 16 mars et le confinement. Donc voilà un petit peu pour la pratique de cet établissement qui aujourd'hui touche l'intégralité des formateurs et des alternants de l'établissement. Enfin, je voudrais passer sur, je dirais, quelques propositions. Voilà, excusez-moi. Oui, si on veut essayer d'élaborer un schéma d'une stratégie de ce que pourrait être une continuité pédagogique pour un établissement qui n'a jamais débuté dans la formation ouverte et à distance et qui, du fait du confinement à l'heure actuelle, devrait démarrer entre guillemets au pied levé. Nous avons très récemment, il y a un peu plus d'une semaine, démarré cette stratégie avec un adhérent qui vient de nous rejoindre très récemment. Eh bien, nous avons mis en œuvre, je dirais, une approche stratégique telle qu'elle est décrite dans les deux diapos qui vont venir.
Bien évidemment, on ne démarre pas un projet de formation ouverte et à distance, surtout en 100% à distance, sans un minimum de formation et d'accompagnement des acteurs. Pour ce faire, donc, nous avons mis au pied levé en œuvre un système de formation en visioconférence des formateurs de cet établissement. Et nous avons défini avec eux, à partir de leur choix pédagogique, une ingénierie pédagogique adaptée. C'est-à-dire on a essayé d'aller au plus simple en partant de zéro dans cet établissement. Et donc, on a particulièrement, je dirais, soigné la phase préparatoire, le travail d'ingénierie pédagogique, tout simplement, pour construire un parcours de formation qui puisse s'enrichir au fil de l'eau, mais qui garde, je dirais, au moins au début, une approche de formation plus traditionnelle pour ne perdre ni les formateurs ni les alternants. Donc, on a Alors commencé les... Olivier, Oui, excuse-moi de t'interrompre, c'est qu'en fait le temps tourne hélas. On avait prévu de finir à 45, mais on a quand même encore quelques questions à prendre. Je peux te demander simplement d'aller un tout petit peu plus vite. tout à fait, très rapidement. Donc, pour dire qu'on a commencé par des visioconférences qui ne sont rien d'autre des classes virtuelles que des cours traditionnels, et on a ensuite déployé à partir de cours standards sur étagère des activités complémentaires. Donc, on est parti de cours transversaux pour aller vers le professionnel, et puis, bien évidemment, et Sabrina l'a rappelé tout à l'heure, il appartient aux formateurs et à l'établissement de construire tout au long de ce parcours de formation les évaluations nécessaires et qu'un tel dispositif ne peut fonctionner que s'il y a un tutorat, un accompagnement des alternants par les formateurs. Ne pas oublier la dynamique du jeu et des challenges, on en a déjà parlé, ainsi que les travaux collaboratifs entre alternants, ça fonctionne également très bien. Voilà, je suis désolé d'avoir pris un petit peu de temps, mais on a fait le tour de ce que je souhaitais vous dire en tant que retour d'expérience sur nos établissements. Merci Olivier, c'est très intéressant d'avoir justement une mise en pratique très opérationnelle et de voir comment un groupement de CFA traverse également cette période compliquée. Je voulais prendre quelques questions. À savoir, nous avons une question de... excusez-moi. Nous avons une question du coup de... Moi, j'ai mon écran qui a du mal à se rafraîchir. Donc, une question de Catherine Nasser qui nous demande effectivement, alors c'est pour Sabrina, c'est pour tout ce qui concerne les mesures transitoires. Si le CFA a en même temps une activité classique de formation continue, a-t-il la possibilité de recourir à l'action partielle? À l'activité partielle, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, il aura la possibilité de le faire. Alors, sous réserve quand même de vérifier ce qu'il en est sur les contrats de pro. C'est-à-dire que concrètement, si l'organisme de formation a une activité apprentissage et formation continue, mais côté formation continue, c'est exclusivement, voire quasi exclusivement que des contrats de pro. Si les contrats de pro sont maintenus dans leur prise en charge au même titre que les contrats d'apprentissage, l'organisme de formation n'aura pas vocation à recourir à l'activité partielle parce qu'il ne pourra pas justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires. En revanche, effectivement, sur une activité de formation continue autre que les contrats de formation en alternance, oui, bien sûr, il pourra tout à fait recourir à l'activité partielle. Dès lors qu'il est en mesure, évidemment, de montrer que les ETP, enfin les salariés, les salariés qu'il envisage de passer en activité partielle, totale ou partielle d'ailleurs, sont bien affectés à cette activité de formation continue, quoi. Une autre question, toujours sur la période actuelle. Les alternants qui sont en arrêt pour garde d'enfants, peuvent-ils suivre des enseignements à distance? Alors, pareil, quand on est en arrêt pour garde d'enfants, c'est parce qu'on a besoin de garder ses enfants, qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas une solution alternative de garde d'enfants. Donc après, l'idée, c'est que c'est vrai qu'avec les outils qu'on a de formation à distance, l'idée, c'est quand même de favoriser autant que possible la poursuite de la continuité pédagogique selon des modalités évidemment adaptées, voire même dégradées en fonction de l'âge des enfants qu'on garde. Mais oui, c'est possible, il n'y a pas d'incompatibilité.
Et par contre, et au préalable, évidemment, il est tout à fait possible pour les alternants de bénéficier évidemment des arrêts de travail dérogatoires qui ont été aménagés pour la garde d'enfants pendant la période de confinement. Et peut-on prolonger le contrat de travail de l'apprenti Est-ce que la condition de son prolongement, c'est que l'entreprise est d'accord avec cette prolongation du contrat? Alors, la prolongation du contrat, elle doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. Donc, il ne peut y avoir prolongation que dans le cas d'un accord entre l'employeur, évidemment, et l'apprenti. Évidemment, la prolongation du contrat, elle est a priori souhaitée par tous, puisque s'il y a prolongation du contrat, c'est que l'apprenti n'a pas pu terminer sa formation et ou n'a pas pu passer ses examens d'ici le 31 juillet prochain. Donc, a priori, ça devrait convenir à tout le monde que d'avoir une prorogation du contrat d'apprentissage, mais ça suppose l'accord des parties. Une question plus longue d'Alexandra qui demande est-ce qu'on discute à ce jour une prolongation de 3 mois du statut de ST pour les formations débutant en septembre. Donc 6 mois pour compenser le décalage des campagnes de recrutement des entreprises et la prolongation de 5 contrats qui se termine fin août, mi-septembre prochain. C'est une question, oui. Donc la prolongation. Alors, j'ai du mal à voir la question en fait. Attends, prolongation de 3 mois du statut, ouais. Parce que ce qui est prévu dans l'ordonnance, effectivement, c'est la possibilité de pouvoir faire en sorte que pour les jeunes qui sont actuellement en formation sans contrat, puissent voir leur période de formation en CFA de 3 mois prorogée de 3 mois supplémentaires jusqu'à ce qu'ils signent un contrat d'apprentissage. La question plus précise qui est de dire est-ce que pour les formations qui débuteront en septembre prochain, je peux proroger de 3 mois, il faudrait que je vérifie dans les textes, mais je ne pense pas parce que là, on sera sorti de la période de confinement. Et alors, les CFA doivent-ils rouvrir le 11 mai Question d'Olivier qui est très pertinente. Eh bien, je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais je n'en suis pas du tout certaine. Parce que si on écoute bien attentivement ce que nous a dit Emmanuel Macron hier soir, c'était un peu subtil son truc, mais concrètement, déconfinement qui démarre le 11 mai, mais au même titre qu'on ne sait pas bien quand est-ce que nos enfants reprennent l'école, on ne sait pas bien quand est-ce que les apprentis vont reprendre le chemin des CFA. C'est-à-dire que le 11 mai, c'est le début des hostilités pour lancer le déconfinement de les gens qui peuvent sortir de chez eux. Par contre, on a quand même bien compris que tout ça allait se faire très progressivement, voire même bien étalé jusqu'en juillet, s'agissant des établissements autorisés à réouvrir. Donc, s'agissant de l'arrêté ministériel de fermeture d'un certain nombre d'établissements dont font partie les organismes de formation, les CFA, mais aussi globalement les commerces, les restaurants, etc., je crois comprendre que ça va faire partie du plan de déconfinement que devrait d'ailleurs vous préciser le Premier ministre sous quinzaine. Donc non, je ne suis pas certaine que les CFA vont pouvoir réouvrir leurs portes physiquement au 11 mai prochain. Ce sera peut-être, mais peut-être pas tout de suite. C'était pour les questions juridiques. Je proposerais peut-être à Olivier de répondre à la prochaine. Quelle plateforme de formation permet de faire le lien avec Ipareo? Tu as des suggestions, Olivier? Alors, nous avons, dans le cadre de la plateforme Moodle qu'on a développée spécifiquement pour le JFOD, on a développé un interfaçage avec Ipareo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société IMAG propose sous forme de web service la possibilité d'interfacer leur logiciel avec une plateforme de formation, on va dire entre guillemets, standard. Donc après, il faut effectivement faire l'acquisition de ce développement spécifique. Nous avons pu établir, nous, un développement de ce type-là. Et donc aujourd'hui, nos alternants rentrent par le livret d'apprentissage dématérialisé et ont une interface qui les envoie directement sur la plateforme de formation sans saisir un deuxième mot de passe. Une question encore un peu concerne les outils pour assurer la signature dématérialisée des stagiaires. Donc dans le chat, il y a eu des réponses, des suggestions d'outils. On parle d'EduSign. Est-ce que toi tu en vois d'autres?
Alors, moi, j'en vois pas, mais j'aurais envie de renvoyer la question à Sabrina, puisqu'on a eu une discussion la semaine dernière sur la non-obligation du stagiaire de signer un document, y compris le certificat de réalisation. Si Sabrina veut compléter. Oui, tout à fait. Il semble effectivement qu'il y ait au moins un OPCO qui semble demander que les certificats de réalisation soient signés par les stagiaires, donc y compris les alternances, dans le cadre d'un contrat de formation en alternance. Alors ça nous semble au niveau du FOD une demande, si j'ose dire, un peu ubuesque, parce que l'esprit du certificat de réalisation, c'est certainement pas de se transformer en une sorte de feuille d'émargement hyper contraignante, et a fortiori pas du tout adaptée quand les séquences de formation ont lieu à distance. Donc non, l'esprit de la lettre de la loi, c'est bien de prévoir un certificat de réalisation qui soit un seul et même document unique demandé par l'OPCO au moment du paiement, à charge pour l'organisme de formation de conserver les pièces justificatives qui lui ont permis d'établir le certificat de réalisation. Donc l'idée, c'est de ne pas demander aux stagiaires de venir signer ou contre-signer le certificat de réalisation, ce serait évidemment contre-productif, et puis alors, tout particulièrement pendant cette période de confinement, complètement inadapté. Écoutez, je pense, s'arrêter sur cette dernière réponse. Je vous remercie tous de votre participation et particulièrement nos deux intervenants d'aujourd'hui. Sabrina qui, pour la troisième fois, est revenue témoigner et donner des bonnes pratiques et une mise à jour des aspects juridiques. Sinon, je voulais vous annoncer notre prochain rendez-vous. Donc, nous serons encore en webinaire spécial crise la semaine prochaine, le 21. L'horaire, attention, ne sera pas le même. Ce sera de 11h à 11h45. Et nous tirerons les premiers enseignements de déploiement de formation à distance. Donc, on aura là beaucoup plus de retours d'expérience. Ce seront des retours d'expérience de 3 organismes de formation de tailles différentes et dans des secteurs différents. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction en vous donnant votre avis sur la qualité de cette webconférence. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine et dès demain, certainement, le replay disponible avec la présentation de nos deux intervenants d'aujourd'hui. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.